Le vendredi 8 décembre 1995 n'avait pas été une très bonne journée pour le rédacteur en chef du magazine Elle, Jean-Dominique Bauby. Il fait moche et il a dû appeler de toute urgence la grande Simone Veil, très énervée après un article paru quelques jours plus tôt dans lequel ses journalistes avaient placé une photo qu'elle jugeait très désavantageuse. Après 3 quarts d'heure au téléphone, Bauby est essoré et il doit enchaîner avec une interminable réunion avec le grand patron. Il n'en sort que tard en soirée et il est en retard pour la sortie théâtre avec son fils qu'il n'a pas vraiment vu depuis l'été. Vite, il grimpe dans sa BMW et passe le chercher chez son ex-femme avant de filer vers le théâtre. À partir de là, Bauby racontera sans doute mieux que moi ce qui s'est passé. À partir de là, tout devient incohérent. Ma vue se trouble et mes idées s'embrouillent. Je me mets tout de même au volant de la BMW en me concentrant sur les lueurs oranges du tableau de bord. Je manœuvre au ralenti, et dans le faisceau des phares, je reconnais à peine les virages que j'ai pourtant pris plusieurs milliers de fois. Je sens la sueur perler sur mon front, et quand nous croisons une voiture, je la vois en double. Au premier carrefour, je me range sur le côté. Je sors en titubant de la BMW, je tiens à peine debout. Je me sens extrêmement bizarre, comme si j'avais avalé une pastille de LSD, et je me dis que ces fantaisies ne sont plus de mon âge. Pas un instant l'idée ne m'effleure que je suis peut-être en train de mourir. Aucun son ne sort de ma bouche, et ma tête dodeline, devenue incontrôlable. Très vite, c'est la clinique. Je suis ébloui par les néons du couloir, et je sombre dans le coma. Jean-Dominique Bauby ne le sait pas encore, mais il est alors victime d'un accident vasculaire cérébral extrêmement grave. Il ne se réveillera que quelques semaines plus tard, allongé au fond d'un lit à l'hôpital maritime de Berck, en Vendée. Il ne peut alors bouger aucun de ses membres, et ne peut articuler aucun mot. En fait, les seuls mouvements qui restent possibles ne sont qu'un discret hochement de tête et le clignement des paupières. Ah, il peut aussi diriger son regard. Bauby est atteint de ce qu'on appelle un locked-in syndrome, ou syndrome d'enfermement, une situation terrible qui laisse les patients complètement paralysés, incapables du moindre geste à l'exception du clignement des paupières et de la capacité à diriger son regard. Ainsi, le patient, parfaitement conscient et en possession de ses capacités cognitives habituelles, se retrouve enfermé dans son propre corps, sans moyen de communiquer avec l'extérieur. Le locked-in syndrome a été décrit pour la première fois en 1966 par Plum et Posner, 2 neurologues américains. Il a en fait déjà été évoqué dans la littérature médicale dans les années 40, mais c'est Plum et Posner qui vont décrire précisément et nommer cette entité clinique qui résulte d'une atteinte d'une structure neurologique essentielle à notre survie, le tronc cérébral. Le tronc cérébral se situe à la base de notre cerveau, juste en avant du cervelet. Grossièrement, il se trouve quelques centimètres derrière le fond de votre gorge. Sa position est stratégique. Il représente en effet un carrefour indispensable entre le cerveau, le cervelet et la moelle épinière juste en dessous. Mais il n'est pas seulement une autoroute. Il abrite aussi de nombreuses fonctions essentielles au bon fonctionnement de notre cerveau et même essentielles à notre survie. C'est en effet à ce niveau que se trouvent les centres nerveux qui régulent notre respiration ou notre rythme cardiaque par exemple. C'est aussi dans le tronc cérébral que se trouvent des structures essentielles à l'éveil et la conscience, comme la substance réticulée activatrice ascendante, ou pour les mouvements comme la substance noire. Nous avions vu dans un article du blog que c'était aussi à ce niveau que se trouvait le centre du vomissement, particulièrement impliqué dans le mal des transports. Je vous mets le lien de l'article en question dans la description. C'est aussi au niveau du tronc cérébral qu'émergent un certain nombre de nerfs qui innervent le visage et la tête, et qu'on appelle donc les nerfs crâniens. Ces nerfs permettent de transmettre l'information nerveuse du cerveau aux différents muscles du visage qui nous permettent d'ouvrir et fermer les yeux, de grimacer, d'articuler ou de mâcher. Ils sont aussi essentiels au mouvement des yeux, à l'audition et à l'équilibre. En bref, le tronc cérébral n'est pas seulement une autoroute de voies nerveuses qui transite du cerveau vers le reste du corps et du reste du corps vers le cerveau via la moelle épinière. C'est aussi un chef d'orchestre, une structure cérébrale très ancienne phylogénétiquement qui est essentielle aux fonctions les plus cruciales de notre survie. Le locked-in syndrome correspond à une atteinte très particulière du tronc cérébral. Avec ce qu'on a dit plus tôt, on se doute bien qu'une destruction complète du tronc cérébral n'est pas compatible avec la vie. Dans le cas du locked-in syndrome, ce sont uniquement certaines voies de l'autoroute, les voies motrices, celles qui transmettent les ordres moteurs au reste du corps, ainsi que quelques nerfs crâniens qui sont atteints.
Il est très important de se noter que les autres structures du tronc cérébral, et en particulier les centres vitaux de la respiration ou de la vigilance et de la conscience, sont intacts. Le patient est complètement paralysé, mais pleinement conscient. Comme dans le cas de Bobby, cette destruction est le plus souvent due à un AVC, un accident vasculaire cérébral. De façon simpliste, il s'agit d'un vaisseau sanguin cérébral qui se bouche, privant les neurones en aval de l'oxygène et autres nutriments nécessaires à leur fonctionnement. On en parlait déjà dans la vidéo sur Baudelaire. Les neurones s'asphyxient puis meurent rapidement, et une fois morts, les fonctions qu'ils codent disparaissent. Ainsi, un AVC du tronc cérébral peut entraîner la mort des neurones constituant les voies nerveuses motrices aboutissant à la paralysie. Un Lockton syndrome peut avoir d'autres origines, plus rares, comme un abcès infectieux, une tumeur cancéreuse ou une hémorragie. Un AVC est une urgence vitale, et les patients doivent être pris en charge extrêmement rapidement pour éviter des séquelles irréversibles ou la mort. En effet, si on arrive à déboucher l'artère causale à temps, on peut espérer que les neurones en aval n'aient pas trop souffert et qu'ils ne sont pas encore morts. Chaque minute qui passe, c'est des neurones qui meurent et il faut donc faire au plus vite. Dans le cas de Bobby, malheureusement, les séquelles étaient inévitables. Il se réveilla quelques semaines plus tard, allongé sur un lit d'hôpital, à Berck, enfermé dans son propre corps. Une expérience qu'a aussi vécue Philippe Vigan, quelques années plus tôt. Après une hémorragie du tronc cérébral, il se réveille lui aussi enfermé dans son propre corps, bien conscient mais incapable de réaliser le moindre mouvement, mis à part de battre des paupières, et incapable de communiquer avec ses proches. Mais comment poser le diagnostic de Lockton syndrome chez un patient dont l'état de conscience est invisible au premier abord et qui ressemble en tout point à un patient en état d'éveil non répondant, la dénomination actuelle de ce qu'on appelait avant un état végétatif. Mais pour bien comprendre ce dont on parle, on doit faire un bref rappel sur ce qu'est la conscience, la vigilance et leurs variations. On confond souvent la vigilance et la conscience, mais il s'agit de choses bien différentes qui sont régulées par des régions cérébrales distinctes. La vigilance correspond au degré d'activation globale ou de réactivité des fonctions cérébrales, dont la conscience. Elle repose en partie sur un petit noyau du tronc cérébral, la substance réticulée activatrice ascendante, qui va projeter ses neurones sur l'ensemble du cortex pour l'allumer, et ainsi permettre l'émergence de la conscience. Ainsi, une vigilance nulle rend toute conscience impossible. La conscience, de son côté, est plus difficile à cerner. Elle est définie par le Larousse comme la connaissance intuitive ou réflexive immédiate de soi-même et du monde qui nous entoure. On ne peut pas être conscient sans objet. On est forcément conscient de quelque chose, que ce soit un événement extérieur, comme la vidéo que vous regardez actuellement, ou interne, comme le gargouillement de votre estomac. Il existe plusieurs théories concernant les bases cérébrales de la conscience. Une des plus répandues suppose que les mécanismes de la conscience reposent sur un très vaste réseau neuronal distribué à travers l'ensemble du cerveau, qui englobe en particulier le cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, et le cortex pariétal, sur le dessus. On le disait tout à l'heure, la vigilance est nécessaire à la conscience. Il faut pouvoir être éveillé pour percevoir son environnement. Quelqu'un dans un coma profond, par exemple, n'est pas conscient car il n'est pas éveillé. Mais être vigilant n'entraîne pas forcément une conscience des choses. C'est le cas par exemple de l'état végétatif, qu'on appelle maintenant donc un état d'éveil non répondant. Ces patients sont éveillés, leur tronc cérébral fonctionne, mais ils ne sont pas conscients de leur environnement, et leur cortex est souvent très endommagé. L'état végétatif correspond donc à un état d'éveil sans conscience, ce qui peut être très déroutant, car il persiste certains comportements stéréotypés. Le patient se réveille le matin, il peut cligner des yeux, et même parfois suivre du regard, rire ou pleurer. Sauf que ces comportements sont purement automatiques, inconscients. Ils reposent sur des mécanismes neuronaux archaïques du tronc cérébral. Ce dernier étant fonctionnel, ils sont aussi souvent autonomes pour respirer. Mais il n'existe aucun mouvement volontaire, aucune communication possible. Ces patients ne sont pas conscients. Entre l'éveil non répondant et la conscience éveillée que nous expérimentons tous, il existe un certain nombre d'états intermédiaires, comme la conscience minimale, qui correspond grossièrement à un état végétatif accompagné de brefs accès de conscience, irréguliers et souvent très discrets. Face à ces différents tableaux cliniques, le Lockton syndrome est un petit peu à part. En effet, il ne s'agit pas d'une maladie de la conscience qui est intacte. Si le tronc cérébral est touché, la substance réticulée ascendante ainsi que le cortex est épargné, et le sujet est donc pleinement éveillé et conscient. Conscient, mais entièrement paralysé. Et c'est bien ça qui est compliqué. En effet, il est très difficile pour les médecins d'évaluer le degré de conscience et d'éveil chez ces patients, qui ressemblent beaucoup au premier abord aux patients végétatifs.
En pratique, il est difficile de percevoir un signe de conscience si le patient ne peut communiquer ses pensées et ses perceptions. Ça repose sur toute l'expertise des neurologues et des examens complexes comme l'électroencéphalogramme ou l'IRM fonctionnel. Mais quand on est nouveau Loctine, qu'on se réveille brutalement enfermé dans son propre corps, comment dire qu'un esprit bien conscient est enfermé dans ce scaphandre inerte? Comment manifester sa pensée consciente? Comment la crier à ses proches ou aux soignants? C'est dans cette situation bien inconfortable qu'a été plongé Philippe Vigan après une hémorragie au niveau de son tronc cérébral. Il se réveilla bien conscient, mais incapable d'en manifester le moindre signe, si bien que la plupart des médecins le pensaient en état végétatif. Seulement voilà, malgré ma gueule de travers, ma parfaite immobilité et mon incapacité de m'exprimer autrement que par battements de paupières et grognements, je pense. Eh oui, dans ce tableau que d'aucuns jugeraient désastreux, mon cerveau est intact. Je pense, je réfléchis, je lis, j'entends, je sens. Bref, je ne suis pas un légume, ce qui visiblement ne saute pas aux yeux des gens qui me croisent. Et pourtant, sa femme ressentait sa présence, pensait voir des signes. Et c'est finalement un orthophoniste qui trouva la clé. Il demanda un jour à Philippe Vigan « Combien font 2 plus 2 ?» Et il cligna 4 fois des paupières. Il existe maintenant de nombreuses méthodes, plus ou moins complexes, pour évaluer l'état de conscience d'un patient. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous renvoie vers les articles de blog en description. Pour Jean-Dominique Bauby et Philippe Vigan, le diagnostic de Loctine syndrome et la reconnaissance de leur conscience intacte a été une avancée majeure dans leur prise en charge et leur qualité de vie. Ils ont pu être pris en charge par différents professionnels afin de développer et faciliter leur activité motrice résiduelle. En effet, il est fréquent que le Loctine syndrome ne soit pas complet et que les malades conservent quelques mouvements. Pour Bauby, c'était un léger hochement de tête, et pour Vigan, la flexion d'un doigt. Ça peut paraître dérisoire, mais cet unique doigt fonctionnel a eu un impact majeur dans la qualité de vie de Philippe Vigan, car il lui permettait de contrôler le joystick de son fauteuil roulant. Mais la prise en charge la plus importante d'un patient Loctine est très certainement la restauration de la communication. Plusieurs études portant sur la qualité de vie de ces patients ont montré que c'était leur préoccupation numéro 1, celle qui affecte le plus leur bien-être au quotidien. Dans le cas de Bauby, cette communication avec ses proches et ses soignants a été particulièrement laborieuse. En effet, chacun devait réciter l'alphabet jusqu'à ce que Bauby cligne des yeux pour sélectionner la lettre voulue. Cet exercice bien fastidieux ne l'a pas empêché d'écrire un livre dès les premiers mois de la maladie. Tous les matins, il élaborait mentalement plusieurs paragraphes qu'il travaillait encore et encore, puis il le dictait à un proche au cours de la journée. C'est ainsi qu'il a écrit Le scaphandre et le papillon, qui raconte son quotidien de Loctine et qui fut un best-seller. Heureusement, on peut actuellement nettement optimiser ces moyens de communication, notamment grâce aux interfaces cerveau-machine, des outils qui relient plus ou moins directement le cerveau à l'ordinateur et qui permettent une communication beaucoup plus efficace que la méthode de Bauby. Philippe Vigan, par exemple, a pu bénéficier d'une technologie appelée eye tracking, un dispositif permettant de détecter où son regard se pose sur un écran et qui permet donc de sélectionner bien plus rapidement les lettres souhaitées. Là encore, pour en savoir plus, je vous renvoie vers un article du blog qui traite du sujet. On a parlé de la qualité de vie de ces patients. Il faut qu'on s'arrête un petit peu dessus avant d'aller plus loin. Spontanément, on aurait tendance à penser qu'il s'agit d'une vie horrible, terriblement frustrante quand on a connu la liberté de mouvement et de parole, voire même une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Comment décrire ces moments de frustration extrême, où j'ai l'impression d'être une mouche enfermée entre 4 vitres, contre lesquelles elle ne cesse de se cogner, cherchant en vain une porte de sortie. Sauf que les études portant sur la qualité de vie de ces personnes montrent plutôt le contraire, de façon étonnante et franchement contre-intuitive. La qualité de vie ressentie de ces patients est plutôt bonne, et semble surtout liée à la possibilité de restaurer une communication avec leurs proches. C'est vraiment la priorité chez ces patients. C'est une matinée ordinaire. À cette heure, le carillon de la chapelle commence à ponctuer la fuite du temps, quart d'heure par quart d'heure. Après la trêve de la nuit, mes bronches encombrées se remettent à siffler bruyamment. Crispé sur le drap jaune, mes mains me font souffrir, sans que j'arrive à déterminer si elles sont brûlantes ou glacées. Pour lutter contre l'ankylose, je déclenche un mouvement réflexe d'étirement qui fait bouger bras et jambes de quelques millimètres. Cela suffit souvent à soulager un membre endolori. Le scaphandre devient moins oppressant, et l'esprit peut vagabonder comme un papillon. Il y a tant à faire. On peut s'envoler dans l'espace ou dans le temps, partir pour la terre de feu ou pour la cour du roi Midas. On peut rendre visite à la femme aimée, se glisser auprès d'elle et caresser son visage encore endormi. On peut bâtir des châteaux en Espagne, conquérir la Toison d'Or, découvrir l'Atlantide, réaliser ses rêves d'enfant et ses songes d'adulte. Globalement, malgré la condition terrible du Loctine syndrome,
Les patients qui en sont atteints semblent pour beaucoup faire preuve d'une grande résilience et continuent à expérimenter leurs moments de joie ou de tristesse, des rencontres et des deuils, des déceptions et de la fierté. Philippe Vigan a même eu un enfant après son accident. Bien entendu, il ne s'agit pas là de minimiser l'impact de cette terrible condition, tant sur le patient que sur ses proches. Évidemment, la plongée brutale dans le locked-in syndrome est extrêmement violente et cause une souffrance importante, tant sur le plan psychologique que physique. Elle déstabilise complètement l'équilibre familial et engendre un isolement important. Il est 5 heures. Le carillon dont le ton me paraît d'ordinaire si amical prend des airs de glas pour annoncer l'instant de séparation. Ses enfants et son ex-femme sont alors venus rendre visite à Bobby à l'hôpital de Berck. Avant la route, les enfants vont se dégourdir les jambes sur la plage et nous restons seuls, Sylvie et moi, silencieux, sa main serrant mes doigts inertes. Derrière ses lunettes noires qui reflètent un ciel pur, elle pleure doucement sur nos vies explosées. Et vous, jeunes gens, en parlant de ses enfants, quelles traces garderez-vous de ces excursions dans mon infinie solitude ? On peut aider ces patients à améliorer leur bien-être et leur qualité de vie, à réintroduire des fonctions essentielles comme la communication, mettre en place autour d'eux un réseau de soins pour assurer leur prise en charge. Ces perspectives sont très importantes à avoir en tête au début de la maladie, quand tout le monde, patients, proches, soignants, est sidéré devant cette terrible condition. Beaucoup de personnes envisagent dans cette situation le suicide ou l'euthanasie. Alors attention, le sujet de ce podcast n'est absolument pas de débattre autour de la place de l'euthanasie ou de sa légalisation. Il ne s'agit pas de nier ces demandes d'euthanasie, qui traduisent une souffrance terrible. Il faut pouvoir les écouter. Mais il faut aussi, et je pense que c'est une position essentielle d'un soignant, pouvoir les questionner. On voit que dans un certain nombre de cas, ces demandes sont transitoires. Mais l'exécution de cette demande est rédhibitoire. Pas de retour en arrière possible. Il faut que les soignants, qui ont une part active dans ce genre de décision, soient au clair avec ce qu'ils projettent de leurs opinions, de leur avis, qu'ils puissent prendre du recul là-dessus et baser leur raisonnement et leurs décisions sur des données scientifiques. Le locked-in syndrome reste une pathologie très grave. La mortalité au cours des premiers mois est importante, mais tend à se stabiliser ensuite. Ainsi, 83% des patients sont encore vivants 10 ans après avoir été enfermés. Les causes de décès peuvent être un nouvel AVC, mais surtout les infections et en particulier pulmonaires. C'est ce qui arriva malheureusement à Jean-Dominique Bobby en 1997. Avant ça, pendant les 18 mois qu'il vécut enfermé dans son propre corps, le journaliste avait mené de grands projets. On a déjà parlé de son livre, Le scaphandre et le papillon, qui retrace ses combats contre sa condition et qui a été un best-seller les années suivantes. C'est aussi lui qui a créé l'association ALICE, l'association pour le locked-in syndrome, qui porte la voix de ses patients et qui organise leur prise en charge et leur soutien. Il s'agit de l'une des plus grandes associations portant sur ce syndrome et elle est en étroite interaction avec des chercheurs français et belges. On le voit bien à travers leurs livres et leurs combats, Bobby et Vigan nous montrent bien à quel point un individu, même enfermé dans son propre corps, peut s'épanouir et participer à la société, défendre son point de vue, parler aux foules et même les faire rire. Leurs écrits sont lumineux et particulièrement inspirants. Comme le disait Philippe Vigan, « Je conçois d'être un légume pourvu qu'il soit vert car c'est bon pour la santé ». Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à son terme, j'espère qu'il vous a plu. On a évoqué l'euthanasie, mais le but de cet épisode n'est pas d'aborder sa légalisation. Les arguments pour et contre sont bien plus complexes que ce que j'ai pu en dire, et pour tout vous avouer, je n'ai pas d'avis tranché sur cette question. Pour aller plus loin, comme à chaque fois, je vous dirige vers les articles du blog en description, dans lesquels j'approfondis certains sujets que je survole dans l'épisode. Je vous encourage vivement aussi à vous plonger dans les écrits de Bobby et de Philippe Vigan, qui sont vraiment des bouquins lumineux que j'apprécie énormément. À bientôt.